Bonjour à toutes et à tous. À quelques semaines des élections européennes, nous avons choisi de consacrer cette émission au traitement médiatique des élections et en particulier à la construction des bons et des mauvais candidats. La couverture médiatique des élections est marquée par un certain nombre de biais qui sont particulièrement accentués lors de l'élection présidentielle. En raison de son importance centrale dans les institutions de la Ve République, encore renforcée par le passage au quinquennat, cette élection est l'échéance majeure que tous et toutes ont en tête et qui induit une personnalisation et une personnification de la politique. Mais les médias, souvent avec la complicité des partis politiques, jouent un rôle loin d'être négligeable dans cette dérive de la personnalisation. Et c'est sans compter d'autres travers, comme la bipolarisation de la politique, le mépris des petits candidats qui va avec, l'orchestration des débats et la délimitation des sujets de discussion, et enfin la mise en scène d'une compétition, d'un match, à coups de sondages et de commentaires de sondages. Dans un livre publié chez Sileps en 2008, intitulé « Tous les médias sont-ils de droite ?», nous posions déjà la question du rôle des médias durant des élections, et en particulier pendant une élection présidentielle. Alors sont-ils tous de droite, les médias ? Non. Non au sens où ils ne prescrivent pas collectivement un candidat de droite. Non au sens où ils travaillent des journalistes de droite comme de gauche. Mais ce que nous essayons de montrer dans cet ouvrage, à l'époque, comme aujourd'hui sur notre site ou à travers des livres plus récents comme « Au nom de la démocratie, votez bien » ou « Les médias contre la gauche », tous deux édités chez Agone, c'est d'abord la façon dont ils délimitent le cadre du débat et dont ils en dépolitisent les enjeux. Des effets, sinon des fonctions qui sont objectivement favorables à la droite, au maintien de l'ordre et aux ennemis du progrès social. Parce que la presse est libre et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux là ? Sérieux ? Qui dans ce pays défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi ? Qui ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, penser. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Les journalistes sont des cons, des contre-pouvoirs dans une société. C'est une plaisanterie. Non, tout de suite là. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Si les médias contribuent à dépolitiser le débat politique avec différents outils comme la personnification des individus au détriment des projets collectifs, On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. ou encore le goût immodéré pour le jeu politicien, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi les fervents défenseurs d'un statu quo. Un statu quo politique, idéologique. En dépolitisant, on ne parle pas du fond. En commentant une campagne comme un match à coups de sondage quotidien, on ne peut aborder le fond, les questions sociales, économiques, internationales, qu'en pointillé. Et lorsque le fond est enfin abordé, il se fait dans un cadre bien précis. Alors prenons un instant juste pour tordre le cou à une idée reçue. Les médias ne font pas systématiquement une élection et leur pouvoir est variable selon les conjonctures. Pour le sociologue Patrick Champagne, qui fut l'un des cofondateurs de Acrimed, je le cite, « Ce que l'on appelle le pouvoir des médias pourrait bien être, pour l'essentiel, que le pouvoir de ceux qui ont un intérêt à croire et à faire croire au pouvoir des médias et dont font partie, au premier chef, tous ceux qui participent du pouvoir des médias. » D'ailleurs, s'il pouvait faire une élection, Édouard Balladur, soutenu par la quasi-totalité de la presse, aurait été président en 1995. Rappelons que le 12 janvier 1995, le quotidien Le Monde titrait, je cite, « Pour l'opinion, l'élection présidentielle est déjà jouée » et ajoutait, je cite encore, « Édouard Balladur exerce une domination sans partage sur tous ses concurrents pour l'élection présidentielle. » Sa victoire était alors certaine. Or, il ne fut même pas présent au second tour. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Si les médias faisaient l'élection, Donald Trump, détesté par les médias aux États-Unis, n'aurait jamais été élu président. Jean-Marie Le Pen n'aurait pas pu accéder au second tour en 2002. Le oui
l'aurait largement emporté lors du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Ce soir, l'euphorie place de la Bastille. Et puis plus récemment, Alain Juppé aurait été élu président de la République en 2017, alors qu'il ne fut même pas candidat. La primaire de la droite française a été largement remportée par François Fillon. Il a obtenu environ 66,7% des suffrages, contre à peine 33,3% pour Alain Juppé. Il représentera donc le parti Les Républicains lors de la présidentielle du printemps 2017. Cependant, s'ils ne font pas gagner un candidat, les médias, par temps d'élection, détiennent le pouvoir de fixer l'agenda politique, en collaboration, bien sûr, avec les communicants politiques et les partis dominants. Autrement dit, au lieu de dicter ce qu'il faut penser, les médias déterminent ce à quoi il faut penser, ce qui est plus subtil et pas moins efficace. Ils tracent un périmètre et sélectionnent qui peut entrer à l'intérieur. Ainsi, ils ont le pouvoir de fabriquer et de détruire des candidats. En règle générale, les médias se plaisent à construire et à déconstruire, on le verra plus tard, des personnages médiatiques, parfois hauts en couleur. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et en période électorale, ils n'hésitent pas à renforcer la notoriété des candidats, dont ils partagent le plus souvent les orientations politiques. Comme c'est le cas en ce moment avec Raphaël Glucksmann, qui a tout pour plaire, qui a tout pour leur plaire. Depuis plusieurs mois, Raphaël Glucksmann, candidat de Place Publique et du Parti Socialiste, polarise l'attention des médias. Il a été invité des 4 vérités sur France 2 le 8 janvier, interviewé dans Nice Matin le 12, dans Le Monde et sur le plateau de Questions politiques sur France Inter et France Info le 14 janvier. Il a été invité de C'est à vous sur France 5 le 15, en une de l'Obs le 25, interviewé dans Ouest France le 29, etc., etc. Difficile de passer à côté de la tournée du député européen. Le nouvel espoir de la gauche, titre Le Point. Peut-il créer la surprise, s'interroge l'Obs. Raphaël Glucksmann pourra-t-il sauver le Parti Socialiste, se demande France Info. L'espoir de la gauche, dans C'est à vous. L'empêcheur de voter en rond, dans Le Point. L'espoir d'un sursaut pour le PS, chez Les Échos. La carte-chance du PS pour Libération. Nouvel espoir de la social-démocratie pour l'AFP. La nouvelle mode Raphaël Glucksmann dans Le Parisien. De toute évidence, les faveurs médiatiques lui sont acquises. Ce qui se joue ici, c'est, encore une fois, la redéfinition de ce que doit être la gauche, social-démocrate, pro-européenne, atlantiste, et surtout anti-mélenchoniste. Le portrait est presque partout accommodant, voire très louangeur. C'est l'homme qui monte et qui pourrait créer la surprise. La petite musique s'installe. Même si le RN fait la course en tête, Raphaël Glucksmann s'invite sur le podium des européennes et fait de nouveau rêver la gauche. Cet enthousiasme-là, on le retrouve sans surprise chez les éditocrates indéboulonnables, invités permanents des médias. Ainsi, Jacques Attali, je le cite, « Pour moi, même s'il est très différent, Raphaël Glucksmann est le plus proche de l'idée que Jacques Delors pouvait se faire d'un homme politique pour demain. Passionnément pro-européen, soucieux des combats pour la justice et moderne. » Alain Minc livre le même verdict dans l'opinion. Si Glucksmann faisait 15%, ce serait un événement positif pour le pays. Je souhaite d'un même mouvement un score extrêmement élevé à la liste de Raphaël Glucksmann pour bloquer l'ascension vers le 2e tour de Jean-Luc Mélenchon. Idem chez Daniel Cohn-Bendit, que je cite également. Je me dis que je vais soutenir l'initiative de Raphaël Glucksmann parce que la France a besoin d'une gauche écologiste, socialiste, réformiste et responsable. Et ça, c'est le projet de Raphaël Glucksmann. Il y a une figure nouvelle qui émerge. Alors, il peut y avoir une Glucksmann mania, comme on considère qu'il y a une Attal mania, ça peut ne pas durer. Mais c'est vrai que dans le paysage politique, il y a quelqu'un qui apparaît, qui dit un certain nombre de choses qui ont été des invariants, que ce soit sur la politique étrangère, sur les convictions européennes, qui creuse son sillon et qui dit, écoutez, non, moi, LFI, on pense pas du tout la même chose, et qui peut susciter un début de retour, de renaissance, d'enthousiasme chez les gens de gauche qui, après avoir pensé que la NUPES allait être un tremplin, se sont rendus compte que c'était plutôt le baiser de la mort de la part de Jean-Luc Mélenchon. Être adoubé en même temps par Saint-Cric, Attali,
Munk et Cohn-Bendit, de quoi susciter l'enthousiasme à gauche, assurément. Quelques chiffres traduisent concrètement son succès médiatique. Son nom est cité 445 fois dans la presse française du 10 janvier au 10 avril, autant que Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, et Marie Toussaint, tête de liste des écologistes réunis. Plus que la candidate du camp d'Emmanuel Macron, Valérie Hayer, plus que celui des Républicains, et plus que Marion Maréchal Le Pen. Mais bien moins que l'autre candidat chouchou des médias aux européennes, Jordan Bardella, cité près de 1500 fois. Alors Jordan Bardella, bonjour. Bonjour Monsieur Demorand, merci de votre invitation. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto, merci de votre invitation. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir Monsieur Arnaud, merci de votre invitation. L'histoire d'amour naissante entre Bardella et les médias n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle, relativement courte mais très intense, qui a existé entre ces mêmes médias et Éric Zemmour lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2022. Petite piqûre de rappel. En septembre 2021, alors qu'il n'est pas encore candidat déclaré, les médias le propulsent sur le devant de la scène et font de Zemmour un candidat en soi, tout à la fois comme les autres, ses idées fascisantes étant totalement banalisées, et hors norme, compte tenu de l'ampleur de la couverture dont il a bénéficié. En un mois seulement, il a fait 16 passages dans les grands médias. Comme à chaque fois, les rédactions réservent à ses interventions les lieux clés de leur grille. Autrement dit, les créneaux qui donneront le tempo de l'information et le là de l'agenda médiatique. Ainsi, on ne l'entend pas seulement 2 minutes au détour d'un journal comme d'autres candidats, mais avant tout dans les matinales des grandes radios, sur les plateaux de télévision en prime time, ou dans les longs formats dédiés à l'information politique et générale. À chaque fois, ces apparitions sont construites comme de véritables moments médiatiques, commentés et débriefés partout. Services publics et médias privés concourant de manière égale à cette spectacularisation de l'information en vue de s'attirer les meilleures parts d'audience, avant que ces parts d'audience deviennent à leur tour des sujets à part entière du débat médiatique. Durant le seul mois de septembre 2021, on dénombre également près de 4200 occurrences du mot Zemmour dans la presse française, soit en moyenne 139 par jour. Nul besoin pour Éric Zemmour de dévoiler une quelconque candidature à la présidentielle, puisque les médias la décrètent avant de la faire exister pour lui. La mécanique infernale des sondages est évidemment venue renforcer cette tendance, puisque ce non-candidat, à ce moment-là, est testé dans la quasi-intégralité des enquêtes d'opinion consacrées à l'élection présidentielle. Au total, ce sont donc 12 sondages sur les 14 parus de juillet à octobre 2021 qui font référence à Zemmour. Au moment où on passe à 14, tu te rends compte ? Tu t'emmerdais pas. Enfin, même absent, Zemmour est omniprésent. Si l'on prend l'exemple de France Inter en septembre 2021, Nicolas Demorand et Léa Salamé n'ont pas invité Éric Zemmour. Mais pour les auditeurs, ce fut tout comme. Les invités étaient sommés de commenter les positions de Zemmour. Éric Zemmour qui pense que en 2050, la France sera à moitié islamique et qu'en 2100, on sera une république islamique. Vous lui répondez quoi à ça ? Ce qu'il agite sur cette théorie du grand remplacement, vous répondez quoi sur le fond ? Si vous l'aviez en face de lui, qui vous disait ça dans 100 ans, on est une république d'abord, islamique. D'abord, je ne l'ai pas en face de moi. Oui, mais répondez sur ça. Comment voyez-vous l'épopée médiatique de la rentrée ? Celle d'Éric Zemmour ? Cela vous fait-il sourire ? Vous fait-il peur ? Vous portez quel regard sur ça ? Et pendant ce temps, Éric Zemmour, non déclaré, ne cesse de monter dans les sondages. Il talonne désormais Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Bertrand, n'êtes-vous pas en train de lui laisser un immense espace en ne désignant pas très vite votre candidat ? Le 11 septembre dernier, à l'Express, vous disiez « Politiquement, Éric Zemmour n'est rien ». Aujourd'hui qu'il est donné entre 10 et 13%, vous dites toujours ce matin « Politiquement, Éric Zemmour n'est rien ». Cette promotion médiatique de certaines candidatures s'accompagne du mépris des candidats non médiatiques. Il suffit d'observer les médias pour s'en rendre compte. Il suffit de savoir compter pour faire l'état des lieux. Les médias donnent principalement la parole aux leaders des grands partis, ainsi qu'à leurs chouchous, comme on vient de le voir avec Éric Zemmour, qui n'avait, rappelons-le, aucun élu siégeant au Parlement, et donc pas plus de légitimité institutionnelle à s'exprimer dans les médias que Jacques Cheminade, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, vous ou moi. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. En 2022, la période d'équité, courant du 1er janvier au 7 mars, s'est traduite comme suit dans l'audiovisuel.
158 heures d'antenne pour Emmanuel Macron, 158 heures pour Valérie Pécresse, 151 heures pour Marine Le Pen, 108 heures pour Éric Zemmour. Vers ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 102 heures, Yannick Jadot avec 70 heures, jusqu'au dernier du classement, Philippe Poutou, seulement 6 heures et 52 minutes de temps de parole cumulé. Vous savez pertinemment quand même qu'il y a un écart de temps de passage en quelques mois entre Macron justement et nous. Enfin voilà, donc oui, on était invités 12 fois, mais c'est combien d'heures? 200, 300 heures pour les autres, et puis nous 7 heures, voilà. Et quand les candidats, habituellement exclus de la scène médiatique, accèdent enfin au micro durant les dernières semaines de campagne, au cours desquelles les médias sont contraints de respecter les règles d'équité puis d'égalité imposées par l'Arcom, l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, les distorsions qualitatives se combinent aux distorsions quantitatives. Car les contrôleurs d'antenne et autres intervieweurs s'emploient à maltraiter ce qu'ils appellent, entre guillemets, les petits candidats. La lutte contre le chômage, il faut interdire les licenciements. Comment fait-on pour interdire les licenciements? Et enfin, tu parles peut-être au prochain président de la République. Même pas. Écoutez, d'habitude ça fait pas rire les licenciements, Dieu sait. Hein. Mais alors là, vraiment, ça devient... Je change de question. Dans 3 mois, elle vous dira... Dans 3 mois, elle vous dira... Je suis désolé, monsieur. Les élections, et en particulier l'élection présidentielle, révèlent le mépris réservé par les grands médias à ces candidats-là. Exceptionnellement invités pour parler du fond, ils doivent d'abord faire face à une série de questions et de remarques subalternes et désobligeantes. Revenant sur l'émission politique mythique des années 1980-90, L'heure de vérité, qui n'existe plus, le chercheur Éric Darras montrait comment ce programme contribuait à délégitimer les petits candidats lors des élections présidentielles. S'attachant au traitement subi par Arlette Laguillet, alors candidate de Lutte ouvrière, lors de sa prestation en mars 1995, il précisait le contraste entre le traitement qui lui était réservé à elle et celui des plus hauts dignitaires politiques. Je le cite. « Le respect des journalistes vis-à-vis de leurs invités politiques s'oppose à la condescendance dont Arlette Laguillet fait l'objet. La convivialité à la familiarité, le public au privé, le sérieux, la politique, à l'accessoire, la cosmétique, le légitime à l'illégitime, le grand au petit, le masculin au féminin. » Fin de citation. Christine Claire, alors journaliste au Figaro Magazine, a en charge l'entretien, qui est d'une rare futilité. Alternant des remarques familières, je la cite, « Vous ne vous maquillez pas ? Sauf un petit peu aujourd'hui pour la première fois ?» Et des questions à l'eau de rose. Mais l'amour, vous n'y croyez pas. C'est vraiment une invention de la littérature bourgeoise pour vous. Vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas vu autour de vous. Christine Claire étale son mépris de classe. Je la cite encore. « J'ai cru comprendre que vous trouvez que la télévision, c'est pas votre truc. Et le tiercé, vous trouvez ça très aliénant. Alors, quel dialogue pouvez-vous avoir avec les gens, justement, qui habitent les Lilas, autour de vous, ou les gens du Crédit Lyonnais, qui, eux, regardent la télévision et jouent au tiercé. Eux que Christine Claire regarde comme des abrutis. » Comment pouvez-vous les comprendre? Ils ne vous regardent pas comme une intello. Je regarde la télévision, tout à fait. J'en discute, je suis très critique, mais ça c'est mon droit. Puis je ne suis pas la seule, je crois. Au fil des ans et des élections, le mépris des journalistes politiques à l'égard des candidats qu'ils jugent illégitimes n'a pas changé. En 2012, par exemple, quelques jours avant le premier tour, Franz-Olivier Gisbert voulait faire taire sur France 2 les candidats qui ne lui convenaient pas. On a perdu beaucoup de temps, on s'est emmerdé quand même avec certains noms. Je ne veux pas se les citer, mais enfin... On a vécu le pire et le meilleur. On a vécu le J'ai pire et vu le qu'elle baillait meilleur. régulièrement. Il y a vraiment des candidats qu'on aurait pu nous épargner, franchement. Bon, mais on a entendu Nathalie Arthaud. Très intéressant, là, c'est un vrai moulin à parole. Enfin, moi aussi, d'ailleurs, dans mon genre. Mais franchement, ça fait froid dans le dos quand on pense qu'elle est prof d'économie, que nos enfants... Elle a dit qu'elle faisait la distinction. Un dédoublement. En tout cas, comme pour les journalistes, son il doit programme, faire preuve d'objectivité. Son programme, mais oui, je fais preuve d'objectivité, c'est quand même les bronzés font de l'économie. Hein, je crois que c'est ça, on peut dire que c'est ça en gros. Hein, voilà. Quand le 31 janvier 2012, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, le candidat Jacques Cheminade annonce qu'il a en sa possession les 500 parrainages nécessaires pour déposer sa candidature, c'en est trop pour Jean-Michel Apathy. C'est incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable.
Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne, totalement inutile. Et vraiment que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites, si Alors, vous avez vous les avez, un hein, numéro de c'est Fakir, le mais c'est incroyable. C'est très simple. Jean-Michel Apathy affiche son mépris envers les petits candidats, en ironisant sur leur nombre, en s'interrogeant sur l'intérêt de leur candidature, et en leur imposant des discussions qui portent moins sur leur programme que sur ceux des autres candidats, c'est-à-dire des grands candidats. Il faut dire que Jean-Michel Apathy a une certaine conception des campagnes électorales, comme il le confiait d'ailleurs sur son blog le 9 mars 2010. Je le cite. « Pour qu'une campagne devienne intéressante, il faut juste attendre d'avoir les résultats du premier tour. Qui est devant qui s'allie avec qui. Mais le mépris se traduit principalement dans les interviews, à charge systématiquement, des candidats dont les opinions ou les orientations ne sont pas en harmonie avec celles des journalistes qui les interrogent. Jean-Michel Apathy, justement, expert en la matière, en 2012, va procéder à une attaque en règle de son invitée du jour, Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte ouvrière. Votre espoir d'être élue présidente de la République est évidemment nul, votre espoir d'être au second tour est évidemment nul, tout comme est nul au fond l'espoir de peser vraiment sur cette élection. Pourquoi êtes-vous candidate, Nathalie Arthaud ? La suite de l'interview est à l'avenant et confirme que tout le talent de Jean-Michel consiste ici, comme souvent, à ne pas laisser parler son interlocutrice. Quand on regarde le vote ouvrier, il bénéficie d'abord aujourd'hui au Front National, puis ensuite au candidat du Parti Socialiste, puis ensuite au candidat de l'UMP. Alors, bien sûr, vous pouvez trouver 1000 explications à cela, vous nous les direz peut-être, mais ça ne vous remet pas en cause parfois, ça ? Je vais vous dire, quels que soient les sondages, quel que soit le niveau des sondages... La réalité observée des votes aussi, il n'y a pas... Non, il y a pas alors, que les sondages, je vous ferai remarquer que le vote n'a pas encore eu lieu pour cette campagne, et je vais vous dire que quel que soit... Vous savez qu'on a voté en 2007, et que le vote ouvrier n'était pas majoritairement sur Lutte ouvrière, vous le savez. Oui, je sais aussi qu'Arlette Laguiller a eu entre plusieurs centaines de milliers d'électeurs jusqu'à 1 600 000 électeurs. Et cela veut dire que c'est que nous représentons effectivement un courant. Les travailleurs et les travailleuses ne vous choisissent pas de manière plus importante. Est-ce que ça ne vous remet pas en cause parfois ? Ce mépris à l'égard des candidats que l'on juge pas sérieux peut se teinter d'agressivité. Si l'invité, avec lequel les journalistes expriment un désaccord politique, gagne du poids dans les sondages et dans les urnes. Tout à l'heure, nous évoquions le tapis rouge déroulé en ce moment à Raphaël Glucksmann. Il semble que Manon Aubry, tête de liste aux européennes pour LFI, ne profite pas du même enthousiasme de la part des médias. Prenons comme exemple l'émission Questions politiques du 17 mars 2024, diffusée sur France Info et France Inter en partenariat avec Le Monde. Manon Aubry, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de mettre sur votre liste aux européennes, en 7e position, Rima Hassan. Rima Hassan, qui est une militante, une activiste palestinienne. Elle est toujours présentée comme ça. Elle suscite beaucoup de polémiques. On l'a dit, proche des idées du Hamas. C'est pas vrai. On explique qu'elle serait farouchement opposée. Je finis ma question, pardonnez-moi. Okay. Et puis après, vous reprenez tout ce que vous voulez, mais je vais essayer. Non, je vais les noter et j'ai dit, on l'a dit. J'ai pas dit que je la disais. J'ai dit, on l'a dit, proche des idées du Hamas. On est d'accord que si vous l'avez choisi ici et maintenant pour la mettre sur votre liste, c'est bien pour envoyer un signal. Et on est bien d'accord aussi sur le fait qu'elle n'a pas une personnalité qui est neutre. Elle a certes, contrairement à ce que certains reprochent, elle n'a pas validé le terrorisme, mais elle a considéré que dans certains cas, le terrorisme, elle n'a pas condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre. C'est faux. Elle a laissé entendre qu'il pouvait être légitime de se défendre de cette façon. Pourquoi vous avez mis Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi vous avez besoin de cette figure tutélaire au-dessus de vous, Manon Aubry ? Vous avez peur toute seule ? Au-delà des désaccords politiques visibles et quasi assumés entre les journalistes et les candidats qu'ils interrogent, les médias choisissent eux-mêmes ce que l'on pourrait appeler des bons clients. Bons clients car leur histoire personnelle est touchante ou qu'ils ont un profil insolite. Bons clients car ils acceptent les codes des plateaux télé parce qu'ils participent parfois docilement au jeu médiatique. Ou au contraire, parce qu'ils font preuve d'une éloquence et d'une pugnacité qui drainent de l'audimat. Longtemps, la LCR, puis le NPA, avaient mis en avant Olivier Besancenot, à la fois comme candidat à l'élection présidentielle et comme porte-parole dans les médias. Il était un bon client pour les journalistes. Son histoire, le facteur de Neuilly, leur plaisait.
Et il avait accepté pendant longtemps de se plier aux exigences des grands médias. Mais la stratégie médiatique du NPA a changé en même temps que Philippe Poutou fut désigné candidat pour les élections présidentielles de 2012, 2017, puis 2022. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non. Voilà. Bon. Drahi, c'est un voleur. Vous n'allez pas le dire, vous pouvez pas le dire, c'est votre patron. Il reste 2 minutes de temps de parole avant d'accueillir Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà. Il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est terrible. La justice est indépendante, elle travaille, monsieur. Il n'y a plus d'immunité patronale. Non, mais vous pouvez pas le traiter comme ça non plus, c'est pas sérieux. C'est le temps que vous êtes bien sûr. Mais après, vous sortez vos conneries pendant des minutes et puis après, vous dites qu'il n'y a plus de place. Avec lui, les médias n'avaient plus un bon client et lui faisaient savoir. Je trouve pas que Philippe Poutou mérite quelque honneur que ce soit, parce qu'il a quand même, il s'est conduit, si vous voulez, de façon très irrespectueuse. On a l'impression qu'il y a un pied dedans, un pied dehors, qui va voir ses supporters pendant le débat, qui refuse d'être sur la photo, qui emploie des mots lorsqu'il parle de la police, qui fait chier les jeunes, je le cite. Je trouve que c'est un candidat qui, par moment, n'a pas le respect qu'il faut pour être candidat à la présidentielle. Dans une campagne électorale, et qui plus est dans une présidentielle, les médias, s'ils se gardent bien de se prononcer pour un candidat, se posent toujours en chef d'orchestre de la campagne et en administrateur du débat. Nous avons dit pour commencer que les médias ne font pas systématiquement une élection, mais qu'ils font et défont des candidats. S'il y a un candidat qui a tiré profit de ce fonctionnement, c'est bien Emmanuel Macron. Imprévisible et insolite, son parcours a ébloui la plupart des journalistes politiques qui se sont empressés de le porter au pinacle. Et qui continue de le vénérer. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. C'est quand même un peu facile, quoi. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Et ses conseillers, et les ministres, au fond, ils sont tous bluffés. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est extrêmement positif parce que, effectivement, il impressionne. On se dit d'abord, quelle performance, en effet, quand même. Être capable, c'est pas seulement la question de la durée, c'est aussi être capable de répondre comme un ping-pong à des questions aussi diverses qu'il y a d'individus. Et il avait une écoute et une réponse à chaque question qui lui était posée. Il est conscient de tout, c'est-à-dire qu'il a réponse à tout. On se souvient soudain que, ah oui, c'est vrai, on avait oublié que pendant la campagne, on s'était dit, mon Dieu, ce qu'il est brillant. Oui, il est brillant. Ministre de l'économie adulé sous la présidence de François Hollande, sa démission à la fin du mois d'août 2016 avait été commentée jusqu'à la nausée. La presse, toute la presse, titrait alors sur le départ de Macron et entrait comme par enchantement dans la danse présidentielle. Et 8 mois avant le premier tour, la campagne était enfin lancée. En direct sur France 2, on s'interrogeait. Sera-t-il candidat à la présidentielle? À quelles conditions? Quelles conséquences pour François Hollande? Plus de 20 minutes du journal télévisé ont été dédiées à la démission d'Emmanuel Macron, mais aussi à son parcours et surtout à ses ambitions. Avec pas moins de 11 sujets, le portrait, en long, en large et toujours flatteur, qu'en ont fait David Pujadas, François Langlais et Nathalie Saint-Cric, rappelaient les pratiques en vigueur sur la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, pour évoquer les promenades du dirigeant suprême Kim Jong-un. 경의하는 최고領導者동지께서는 트럼프 대통령이 편리한 시기에 평양을 방문하도록 초청하셨으며 트럼프 대통령도 김정은 국무위원장께서 미국을 방문하여 주실 것을 초청했습니다. Sur TF1, en revanche, on avait choisi la sobriété. On invita le démissionnaire 18 minutes seulement. Plus tard, lorsqu'un historien se penchera sur les jours qui ont précédé le 16 novembre 2016, date de l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, il aura du mal à en croire ses yeux et ses oreilles. Comment un tel secret de polichinelle a pu occuper autant d'espace dans les médias et autant l'esprit du microcosme des journalistes politiques? Dans un exercice de personnification démesurée, les médias ont alors coproduit
chacun des événements mis en scène par l'ex-ministre de l'économie, ses réformes, sa démission, le suspense de son annonce de candidature, sa candidature, ses premiers meetings, etc., etc. Mais aussi, ils ont raconté son histoire, son enfance ou son couple, en les parsemant de quelques anecdotes croustillantes et en humanisant le personnage. Car Emmanuel Macron, et c'est l'ère du temps médiatique, est un personnage. Personnage médiatique donc, avec, je cite, sa tête bien faite, son culot désarmant et son insolence, pour reprendre les mots de Françoise Fressos du Monde, et personnage aussi politique, au même titre que celui d'une pièce de théâtre dans laquelle se joue le petit jeu politique. Et c'est ainsi que les journalistes politiques sont devenus, au fil des élections, des critiques politiques, commentant la dramaturgie d'une campagne à la manière de celle d'une pièce, et notant les candidats comme d'autres mettent des étoiles à côté d'un compte-rendu. Un compte-rendu qui se résume surtout à rendre compte de la performance des candidats et non à rendre compte du contenu des enjeux politiques. Sauf qu'on n'est pas au théâtre, ni dans une réalité décalée dans laquelle les propos de ces journalistes politiques seraient sans effet sur le réel. Ils consolident des croyances et opèrent, élection après élection, des glissements sémantiques qui peuvent créer l'illusion d'un réel à l'image de ce qu'ils sont, hommes politiques et commentateurs politiques, et qui les sert et les enserre. Ce serait parfait dans le meilleur des mondes, sauf qu'à un moment, l'illusion se brise et le réel nous rattrape. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Quatrième Pouvoir. N'hésitez pas à suivre le travail d'Acrimed sur notre site internet et, si vous le pouvez, à nous soutenir. Pour ne pas rater les prochains épisodes et les autres productions de Blast, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro.